Regard croisé, deuxième partie. Et depuis quelques instants, je suis sur ce plateau avec Sana Komla Sadio Hetchouf. Il est analyste sociopolitique. Germain Sossou, il est acteur politique, lui, et le journaliste Emmanuel Vivien Tomi. Il est le directeur de publication du journal La Plume, ou bien Plume Libre. Voilà, on va peut-être placer un dernier mot sur ce sujet. Je suis avec Sana. Concernant l'homosexualité, moi je pense que est contre. On ne doit pas faire prospère dans les pays de l'Afrique, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Oui, ça prospère, mais une chose est sûre, c'est que nos mentalités ne sont pas prêtes à accepter cela pour le moment. Donc, je crois que nos États, ils doivent vraiment jouer sur au moins ce consensus populaire sur la question, en allant plus loin, en proposant clairement un référendum sur la question qu'ils pourront brandir aux yeux de ces pays occidentaux qui veulent forcément... Est-ce qu'on force vraiment? Oui, non, c'est des pressions qui sont invisibles. Quand on vous dit que pour accéder à ce financement, vous devez insérer un certain nombre de ce genre de dispositions dans vos textes, ce sont des pressions qui existent. C'est une manière de vous forcer à accepter d'intégrer cela. Donc je pense que la solution, c'est d'organiser un référendum sur la question. Et là, nos États pourront se prévaloir, n'est-ce pas, de cette légitimité-là. C'est clair, je suis sûr que si on organise un référendum sur la question, 99,99% vont dire non à l'homosexualité au Togo. Ça, c'est clair. On passe au deuxième sujet de ce soir. Regard croisé, la Côte d'Ivoire présidentielle 2020. Le PDCI et le FPI auront leur candidat. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié, le Front populaire ivoirien, FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo présenteront des candidats à la présidentielle d'octobre 2020, ont-ils assuré lors d'une conférence de presse jeudi. Oui, le FPI aura un candidat en 2020. Les élections auront lieu et M. Ouattara quittera le pouvoir. Nous nous mobilisons pour ça, a déclaré le secrétaire général du FPI, Assoua Adou, sans toutefois évoquer directement la situation de Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en Belgique, dans l'atteinte de la décision de la Cour pénale internationale sur un éventuel procès en appel. Germain Sossou, quand on essaie d'analyser un peu cette déclaration, on se dit, mais Côte d'Ivoire, ça risque de bouillonner encore. Non, ce n'est pas, c'était prévisible. Mais le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le prototype de ce qu'on appelle l'essence de la politique. On ne peut plus refaire ici l'histoire du processus politique en Côte d'Ivoire, mais vous avez déjà là-bas les forces qui sont clairement dessinées. Vous avez les forces politiques que j'appelle de l'ancienne école ou la vieille garde. La vieille classe. La vieille classe, vous avez des nouvelles, les nouvelles forces qui sont clairement positionnées en Côte d'Ivoire. Mais entre les deux forces, vous avez une idéologie qui domine. Vous avez donc une tendance incarnée par le président Ouattara qui estime qu'ils ont la possibilité de continuer à travers lui, sa personne. Ils ont la possibilité également de passer la main à travers donc cette nouvelle génération. Mais le véritable enjeu qui va se passer en Côte d'Ivoire est consécutif de la gestion antérieure de la Côte d'Ivoire. En ce sens que, vous savez que le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la CPI Manu Militari, vous savez ça. Et donc vous avez chuté en disant tout à l'heure que des choses se font sans qu'on ne parle pas véritablement du camp de Laurent Gbagbo. Je voudrais vous dire d'entrée que l'élection qui va se passer également, c'est M. Laurent Gbagbo qui reste le centre même de cette élection. Au-delà des choses, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire déterminera son retour en Côte d'Ivoire ou non. C'est pour cela qu'il va beaucoup jouer. Mais quand cela ne tient, M. Ouattara dit qu'il voudrait bien passer la main s'il s'agit de la nouvelle génération. Donc de quelle nouvelle génération il parle? Elle est incarnée par deux leaders d'opinion. Donc vous avez M. Guillaume Soro, qui lui, c'était dans son cas hier,
Qui annonce son retour le 22 prochain. Oui, qui a été chef de la rébellion avec Ouattara, qui après tout a été Premier ministre sous le président Laurent Gbagbo, et qui va être plus tard président de l'Assemblée nationale avant la bruit. Mais entre-temps, bien avant cela, il était un étudiant, il a travaillé avec le président Gbagbo lui-même. Si vous vous souvenez, il a été aussi dirigeant des étudiants concomitamment avec Charles Blé Goudé. Donc de l'autre côté, vous avez donc Charles Blé Goudé, lui aussi, qui a presque le même âge. Il a le même âge que comment l'appelle-t-on, Guillaume Soro, mais qui, lui, il est du côté du président Gbagbo. Alors, de cette nouvelle classe-là qu'il parle, alors à qui on va confier le pouvoir tout à l'heure? Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais le président Ouattara, pour chuter, le président Ouattara lui-même qui dit qu'il veut parler de la nouvelle génération en parlant de Guillaume Soro et de Blé Goudé. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que le président Ouattara a envoyé Blé Goudé à la CPI, qui fait partie de la nouvelle génération. C'est le même Ouattara qui est en guerre avec Guillaume Soro, dont tu parles. Donc, en fait, il y a des enjeux qui vont se jouer. C'est pour cela que je vous disais que le président va jouer. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure pour continuer. Ce qui concerne Vivier Tomi, sur la même question pratiquement. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays qui était carrément le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi nous sommes tous... C'est toujours le poumon de oui, bon, mais les choses ne sont plus comme avant. La guerre a fait perdre beaucoup de plumes au pays. Petit à petit, on est en train de reconstruire les choses. Mais ce qu'il faut noter côté politique, c'est cette déclaration du président Ouattara Alassane Ado. Mais comment tu as un homme responsable, un homme politique, un homme d'État, un président de la République, tu ne sais pas si tu veux être candidat ou pas. Et tu conditionnes ta candidature au fait que tel ou tel dépose sa candidature. Ça n'a pas de sens, ou ça ressemble plutôt à un jeu politique. Mais ce n'est pas, c'est malsain parce que à son âge, à son niveau, après tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, au niveau du FMI, des institutions internationales, et en tant que Premier ministre et président de la République, à un moment, il doit partir par la grande porte, essayer d'organiser ou de faire organiser de vraies élections sans fraude, et que les résultats soient proclamés sans que des gens ne viennent arracher les papiers de la commission électorale sur la table de la proclamation. Alors aujourd'hui, la nouvelle génération dont il parle, je crois qu'il a sa propre nouvelle génération. Il ne pense pas nécessairement à Blé Goudé ou à Guillaume Soro, avec qui il n'a plus de très bonnes relations comme avant. Donc aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, et ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais où est-ce que les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest veulent amener le train des élections de 2020? Est-ce qu'on veut réellement pacifier le pays? Est-ce qu'on veut réellement laisser la main à une autre génération pour diriger, ou on veut toujours piloter de loin et diriger tout? Je crois que beaucoup de présidents africains ont ce problème-là. Quand je vais partir, qu'est-ce qui va se passer? Et en cela aussi, les oppositions, que ce soit en Côte d'Ivoire comme dans les autres pays, pêchent, d'autant plus qu'ils n'arrivent pas à dévancer effectivement les choses et à dire, à rassurer ceux qui sont au pouvoir. Monsieur Ouattara, quand vous allez partir, vous avez envoyé Gbagbo à la CPI, vous avez envoyé Blé Goudé à la CPI, mais vous, on ne vous envoie pas à la CPI. Et rassurer ce monsieur, et pour qu'il puisse partir sans créer trop de problèmes encore à la Côte d'Ivoire. Ensuite, le jeune Guillaume Soro aussi, un dirigeant ne fait pas de revanche. Un dirigeant ne se venge pas. Un leader politique pardonne. Un leader politique tient un autre discours. Même si tu sais que la personne ne te porte pas, te déteste à mort, étant donné que tu veux diriger le pays, toi qui as été déjà président de l'Assemblée nationale, toi qui as été Premier ministre, après avoir pris les armes et après avoir déposé les armes, tu as eu quand même à gravir l'échelon. Il ne reste que le poste présidentiel. Donc, il faudrait tenir un discours rassembleur. Il faudrait effectivement, même s'il le faut, tendre la main au président Alassane Ouattara. Pourquoi pas? Vous vous êtes entendu au moment de la guerre. Pourquoi ne pas s'entendre pour les élections? Voilà, donc je crois que nos dirigeants, nos leaders politiques créent des problèmes à la tête de nos pays, et malheureusement, ce sont les innocents, les pauvres citoyens qui en paient le prix.
En tant qu'analyste politique que vous êtes, Sana, quel commentaire faites-vous de cette situation, de cette déclaration, celle-là faite par, bien sûr, la dirigeante de PDCI et FPI? Non, moi, je m'attendais plutôt à ce que le PDCI et puis le FPI, n'est-ce pas, puissent présenter une candidature commune, candidature unique si vous le voulez, parce que ce sont, n'est-ce pas, des partis qui ont plus ou moins été, n'est-ce pas, marginalisés dans la gestion du pays par M. Alassane Ouattara. La première, c'était l'envoi de M. Gbagbo à la CPI. Ensuite, l'accord avec le PDCI qui devrait aboutir, comment dit-on, à la candidature de M. Henri Konan Bédié. Et on a vu qu'après, M. Ouattara l'a dribblé, sentant les, comment dit-on, les ambitions présidentielles de M. Guillaume Soro. Il a su, n'est-ce pas, le pousser dehors. Donc aujourd'hui, on se rend compte que tous ces ténors de la politique ivoirienne ont beaucoup de choses à reprocher à leur président. Donc, moi, je vois M. Ouattara très affaibli sur le plan. Est-ce qu'il est affaibli? Sur le plan politique, il est très affaibli parce qu'il s'est montré de mauvaise foi. Il n'a pas respecté ses engagements lorsque vous n'avez pas, comment dit-on, vous n'êtes pas capable de tenir vos promesses vis-à-vis de celui qui a été votre bras militaire, M. Guillaume Soro. Vous ne respectez pas l'accord politique en vertu et grâce, n'est-ce pas, auquel vous avez pris le pouvoir. Après, on se rend compte que tout ce qu'on reprochait à M. Gbagbo, il a été acquitté par la CPI. Moi, je dis que M. Ouattara, il est affaibli politiquement, malgré les bons résultats économiques qu'il a réalisés. Il est très affaibli politiquement. Et il sait bien que si ces ténors-là arrivaient à se présenter aux élections, mais c'est une défaite, n'est-ce pas, garantie pour lui. Aujourd'hui, ils sont des dauphins, on le connaît, mais c'est un épouvantail. Si je parle de M. Amadou Gon Coulibaly, qui peine à émerger. Même lorsque vous remarquez toutes ces agitations, ces propos qui font polémique, ça veut dire que c'est un président sortant qui est vraiment aux abois. Il sait, ça démontre vraiment qu'il sait que M. Amadou Gon Coulibaly ne fera pas le poids. Il n'y a pas que Amadou. Non, c'est son dauphin. Lorsque vous regardez la scène, c'est lui qu'il met en avant aujourd'hui. S'il veut parler de nouvelles générations à qui passer le pouvoir, on sait que ce ne sera plus Guillaume Soro. Donc, dans son entourage, et c'est pourquoi d'aucuns estiment qu'il a créé sciemment ce poste de vice-président pour, n'est-ce pas, préparer un dauphin qui va, comment dit-on, représenter le RHDP aux prochaines échéances électorales. Et moi, ce qui me gêne, effectivement, c'est pourquoi nos présidents africains n'arrivent pas à préparer véritablement ce qui pourrait les remplacer à leur retour, à leur départ. Est-ce qu'ils ont forcément besoin de préparer? Bien sûr, bien sûr. Sous les côtés, vous savez qu'en Afrique, les présidents qui sont au pouvoir sont généralement les présidents de leur parti politique. Donc, dans le parti politique qui est au pouvoir, on peut en même temps préparer son départ en disant, écoutez, cherchons. S'il faut faire des primaires, on peut les organiser, mais cherchons en même temps celui-là qui pourra valablement me remplacer. Parce qu'il y a un analyste qui disait, si après 20 ans de pouvoir, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un puisse vous remplacer valablement, ça veut dire que vous avez échoué à la tête du pays. Alors, le même problème revient dans beaucoup de pays où le président sortant a du mal à partir. Le président sortant n'a jamais confiance à ses proches collaborateurs. Le président sortant a peur que son parti gagne, son parti perde les élections si lui ne se présente pas. Alors que nul n'est Dieu. Tout le monde peut être président dans un parti, tout le monde peut être candidat. Il suffit que le programme
le programme de société soit un programme potable, un bon programme, et les citoyens vont vous accorder leur confiance par le vote. Mais si on n'arrive pas à préparer des remplaçants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans notre politique en Afrique. Oui, je voudrais dire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. En fait, bon, c'est aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la carte du président Ouattara, ce n'est pas celui que vous avez dit. La carte du président Ouattara, c'est justement Guillaume Soro. Et je vais vous expliquer. C'était? Non, c'est Guillaume Soro. C'est toujours. Non, c'est Guillaume plus. Je vous explique. Okay. Vous savez, en politique, il y a des événements qui se passent. Lorsque vous ne prenez pas sur vous la responsabilité d'aller dans les profondeurs, vous ne pouvez pas savoir qu'un homme politique peut susciter de l'antagonisme en son sein dans la perspective de ce président. Alors, vous savez, Guillaume Soro a travaillé avec le président Ouattara. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'est pas bien avec le président Ouattara. Ouattara et Guillaume Soro ne s'entendent pas. Mais c'est eux deux. Ils géraient le pays avant qu'on envoie Gbagbo, le président Gbagbo, et comment l'appelle-t-on? Blegoudé à la CPI. Ça veut dire que le premier ministre Ouattara, enfin, le président de l'Assemblée, Guillaume Soro, est aussi a le même problème que le président Ouattara. Vous me suivez très bien. Alors, si moi je suis président de la République, je sais que mon avenir va être tellement compromis, mais je crée cette situation. C'est pour cela que je dis, nous sommes dans l'analyse en disant que si demain Guillaume Soro prenait le pouvoir, ça arrange Ouattara. Même si aujourd'hui, apparemment, ils sont des ennemis. Parce que si Guillaume Soro prend le pouvoir demain, il s'allie aux gens de FPI. Et finalement, c'est lui, puisque quand vous prenez son CV, c'est lui qui a été Premier ministre, qui a été président de l'Assemblée. Avec Blegoudé, on se dira, mais si cette unité venait à se faire, et là aussi, je voudrais dire que ça ne doit pas être automatique. Il faut que chacun ait ses candidats afin qu'ils s'entendent. Et si ça devenait ça, on faisait les deux personnes. Des deux groupes, on dira, il faut que Guillaume Soro soit au pouvoir. Et stratégiquement, si Guillaume Soro est candidat des deux groupes, il peut fédérer. On peut gagner, on peut battre facilement le président Ouattara. Mais là, une fois le Guillaume Soro au pouvoir, il garantit la sécurité de Ouattara. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hier ensemble. Mais c'est pas encore ce discours qui est tenu. Voilà, donc c'est pour cela que je dis, je vous montre un autre aspect, un autre point des arènes, de l'arcan politique. Et parfois aussi, quand nous sommes en train de suivre le courant, on se dit, oui, finalement, Guillaume Soro est devenu victime aujourd'hui. Oui, je peux faire d'un partenaire politique une victime dans la perspective de garantir mon pouvoir. Donc il ne faut pas penser, c'est pour cela que je dis, quand Gbagbo ne s'exprime pas, lui, c'est un loup politique. C'est pas, parce que la CP lui impose ça. Oui, mais il reste celui qui est derrière aujourd'hui. C'est Guillaume, c'est le président Gbagbo qui va déterminer. Et les gens du FPI ne sont pas cons. Ils savent que quand M. Guillaume Soro est allé rencontrer Blegoudé, pour les images que tout le monde a vues, tout ça, on sait que c'est des alliances politiques qui sont là. Mais n'oubliez pas que hier, c'est le même Guillaume Soro qui a pris les armes, qui était chef de guerre. C'est lui qui a travaillé pendant longtemps avec lui. Aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Donc si aujourd'hui il va se présenter, le FPI va le soutenir parce que l'accord, et c'est là où c'est intéressant, parce que si Guillaume Soro devenait le président de la République, il ferait tout pour que Gbagbo rentre, vous pouvez être sûr, mais il garantirait en même temps la sécurité de Ouattara. Donc en fait, le véritable pion... Mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà. Mais c'est ça, il faut aussi mettre ça dans la place. Ne pas penser tout simplement qu'aujourd'hui, Guillaume Soro et Ouattara sont devenus des ennemis, qu'il n'y a pas de calcul politique. Ça aussi, il faut faire très attention. Est-ce que les leaders politiques ivoiriens ne sont pas en train de souffler sur les braises avant l'échéance présidentielle de 2020? Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment confus, même au sein du FPI. Il y a d'aucuns qui estiment qu'on doit tourner la page de Gbagbo, et je crois que ce n'est pas les rénovateurs. Et aussi, il y a ceux qui sont plus attachés à l'ancienne école et qui pensent que c'est M. Laurent Gbagbo qui doit représenter les couleurs du parti. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi j'estime et je pense réellement qu'il y a peu de chances. Il y a peu de chances qui sont laissées à une probable victoire de M. Alassane Ouattara
parce que il a vraiment démontré toute sa mauvaise foi. Il a montré qu'on ne pouvait pas. Mais il est toujours au pouvoir. Hein? Non, et en Afrique, ceux qui sont au pouvoir moi je gagnent souvent. Hein? Je ne suis pas de ceux qui pensent ainsi que les jeux sont faits dès que l'on est au pouvoir. Pas forcément, mais on a plus de possibilités. Nous avons vu des exemples récemment avec la Guinée-Bissau. Donc, je crois que l'Afrique de l'Ouest, en général, n'est plus à ce stade-là. Les choses ont vraiment changé. Et aujourd'hui, on peut vraiment se prévaloir d'avoir, n'est-ce pas, l'espace communautaire où vraiment il y a l'enracinement de la démocratie et la transparence des élections. Donc, moi, je pense que nous sommes en voie. Par rapport à l'Afrique, en général, la CEDEAO est un modèle où quasiment toutes les élections se déroulent avec, n'est-ce pas, la transparence qu'il faut, avec les résultats qui font consensus. Ah, oui, on peut le dire aujourd'hui. Même la CEDEAO est citée en exemple parce que nous avons des textes, nous avons un certain nombre d'instruments qui fait que certaines choses qui se passent ailleurs ne peuvent plus se passer au sein de cette communauté-là aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plutôt le souhait que la CEDEAO soit effectivement cette communauté qui puisse garantir la transparence des élections dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que avant surtout, pendant et après, parce que si l'avant est bien préparé, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème dans l'après. Mais le problème, c'est que ce soit la CEDEAO comme les autres observateurs ou les autres institutions, on attend le dernier moment, à quelques jours des élections, pour faire débarquer des observateurs. On ne suit pas l'enrôlement, on ne suit pas la révision des listes électorales, on ne suit pas les préparatifs de fond en comble, de bout en bout, et après, on observe juste la journée de l'élection, et 2 jours après, dans les hôtels, on s'en va et on prend un rapport. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt le souhait que la CEDEAO devienne cette communauté forte, capable d'avoir un peu d'impact sur les dirigeants de nos pays pour que nous puissions faire des élections claires, crédibles, transparentes, aux résultats acceptables par tous, et surtout des élections qui seraient préparées de façon consensuelle. Il ne faudrait pas que ce soit juste une partie de la classe politique qui fasse les choses à sa façon et que la CEDEAO vienne juste pour applaudir ou pour faire le médecin après la mort. Je crois qu'on va y arriver. Mais c'est ce qui s'est passé avec la Guinée-Bissau. Sujet concernant les élections dans la sous-région. Hein. Bien sûr. Oui, même sur le Togo, la CEDEAO a essayé de se rattraper. Non, pourquoi se rattraper? Parce qu'après la mort du président Feu Gnassingbé Yadema, donc la CEDEAO ne s'était pas bien comportée. Mais après, la CEDEAO a essayé de se rattraper. Non, je crois qu'aujourd'hui, en tirant sur l'expérience, la CEDEAO est en train d'améliorer et on va lui souhaiter de continuer encore plus. Le débat n'est pas sur le Togo. Le débat n'est pas sur le Togo. On va permettre à Germain je voudrais dire que sur la problématique des élections en Côte d'Ivoire, il y a un enjeu capitalisme. Si demain, effectivement, on arrive à faire donc le tandem FPI, le Laurent Gbagbo, la classe de Laurent Gbagbo, je se mettais ensemble, il est clair que les jeux vont véritablement être joués à partir de là et que le président Ouattara, qui aura décidé à ce moment d'être encore candidat, puisque la Constitution le lui permet, donc c'est... Ah bon, c'est vrai? Oui, mais il a modifié la Constitution. Donc la Constitution lui permet encore. Non, mais il a modifié la Constitution. C'est toi qui dis ça? Mais non, la Constitution lui permet. Ah bon, il a modifié la Constitution. Tu peux dire ça? Ah bon, donc tu reconnais maintenant. Il ne fait que parler de la réalité. Il a modifié la Constitution. Le président Ouattara a modifié la Constitution. Donc ce raisonnement est valable ailleurs aussi. Non, c'est pas modifié. Non, ça ne me tape pas parce qu'on se connaît. On se connaît. C'est pourquoi ça me surprend de ta part. Oui, je voulais dire que quelles que soient les fraudes, si la population se met en branle, quelles que soient les modifications qu'on aurait faites, et ça va être le cas de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara ira. Mesdames, merci surtout pour votre fidélité. Restez scotchés derrière nous. C'est le journal Info. On se retrouve pour la suite dans un instant.